Avez-vous déjà imaginé passer toute votre vie dédiée à quelqu'un, pour ensuite être abandonné au moment le plus fragile comme un objet sans valeur? Je m'appelle Amélia Laviolette et à 73 ans, j'ai découvert le vrai sens de la solitude dans une chambre d'hôpital de Nice. Comment une mère peut-elle supporter l'abandon de celui qu'elle portait dans son ventre? C'est une douleur que même les analgésiques les plus puissants ne peuvent pas soulager. L'été à Nice a toujours été ma saison préférée. Le bleu intense de la Méditerranée contrastant avec le ciel sans nuages, les couleurs vibrantes des marchés aux fleurs du cours Saleya, l'odeur de la lavande qui flotte dans l'air chaud. Pendant plus de 7 décennies, j'ai vu cette beauté, d'abord comme une jeune femme rêveuse, puis comme une épouse aimante, puis comme une mère dévouée et enfin comme une veuve résiliente qui a reconstruit sa vie pièce par pièce. Mais ce mois de juillet, alors que la ville regorgeait de touristes et que la vie battait sur les trottoirs ensoleillés, mon corps a décidé de me trahir. Cela a commencé par une toux persistante que j'attribuais au pollen des tilleuls qui poussaient dans le jardin de ma maison à Cimier. Ça va passer, Amélia, me disais-je en arrosant mes bégonias le matin, c'est juste une allergie. Une semaine plus tard, la fièvre est arrivée, insidieuse, intermittente, montant la nuit lorsque j'essayais de dormir. Mes jambes, autrefois assez fortes pour me porter à l'épicerie tous les jours, supportaient désormais à peine mon poids. La respiration, cet acte fondamental et automatique, est devenu un effort conscient et douloureux. C'est ma voisine, Madame Rousseau, qui m'a trouvé inconscient sur le balcon. Mon Dieu, Amélia! J'entendais sa voix lointaine, comme si elle venait du fond d'un puits. Je vais appeler une ambulance. Tenez bon. Les heures suivantes furent un tourbillon de sirènes, de voix urgentes et de lumières aveuglantes. Le diagnostic est arrivé comme un coup de vent dans l'été méditerranéen. Pneumonie sévère, ont indiqué les médecins du centre hospitalier universitaire de Nice. Une infection bactérienne qui s'était logée silencieusement dans mes poumons et menaçait désormais de m'étouffer de l'intérieur. Il faut l'admettre immédiatement, Madame Laviolette, dit le docteur Laurent, les yeux inquiets au-dessus de son masque chirurgical. C'était un homme d'âge moyen, avec des rides d'expression qui trahissaient des nuits blanches et des décisions difficiles. Son état est grave. Les tests montrent une altération significative de ses poumons et son taux d'oxygène est dangereusement bas. J'ai hoché faiblement la tête pendant qu'une infirmière ajustait le masque à oxygène sur mon visage. L'air forcé dans mes poumons me faisait mal, mais cela m'apportait un certain soulagement. « Avez-vous quelqu'un à contacter ?» a demandé le médecin en consultant mon dossier. « Des membres de votre famille que nous pouvons informer de votre hospitalisation ?» Ma fille, Isabelle, répondis-je avec difficulté, enlevant momentanément le masque. Elle habite à proximité, rue Bonaparte. Le numéro est dans mon agenda, dans mon sac. Madame Rousseau, qui m'avait accompagnée à l'hôpital, remit mon sac en cuir ancien à l'infirmière. Je resterai avec toi jusqu'à l'arrivée de ta fille, Amélia, promit-elle en me tenant la main ridée. Alors que j'étais transféré dans une chambre au 5e étage, j'ai regardé l'infirmière Marie, une grosse femme d'une 50aine d'années, aux yeux gentils et aux mains douces, feuilleter mon emploi du temps jusqu'à ce qu'elle trouve les coordonnées d'Isabelle. Lorsqu'elle a appelé ma fille, je n'ai entendu qu'un seul côté de la conversation. Oui, ça vient du centre hospitalier universitaire de Nice. J'appelle à propos de Madame Amélia Laviolette, oui, votre mère, elle a été admise pour une pneumonie sévère, nous avons besoin que vous veniez au plus vite. Les pauses entre les phrases de l'infirmière se sont accentuées, tout comme mon angoisse. Marie a raccroché le téléphone et s'est approchée de mon lit, ajustant la perfusion qui coulait lentement dans ma veine. Elle essaya de sourire, mais ses yeux la trahissaient. Elle a dit qu'elle viendrait demain, qu'elle avait des engagements incontournables aujourd'hui, informa Marie en évitant mon regard. Je vois, murmurai-je derrière le masque, même si je ne comprenais pas. Quel engagement pourrait être plus important qu'une mère entre la vie et la mort? Madame Rousseau me serra plus fort la main. Ne t'inquiète pas, Amélia. Je resterai ici avec toi jusqu'à ce que le médicament fasse effet et que tu puisses te reposer. J'ai remercié en silence ma voisine,
cette femme avec qui je n'avais échangé que des salutations polies et de temps en temps des tasses de thé depuis 15 ans. Maintenant, c'était elle, et non ma fille, qui me tenait la main alors que la fièvre me consumait. Une journée s'est écoulée. La fièvre fluctuait, m'accordant tantôt des périodes de lucidité, tantôt me plongeant dans des cauchemars fébriles où j'appelais Pierre, mon défunt mari, ou Isabelle lorsque j'étais enfant. Madame Rousseau rentra chez elle après le premier jour, promettant de revenir, mais elle avait ses propres problèmes, un mari atteint de la maladie de Parkinson qui avait besoin de soins constants. 2 jours se sont écoulés. Marie, l'infirmière, est devenue mon point d'ancrage dans la réalité fluctuante de la maladie. C'est elle qui humidifiait mes lèvres sèches, ajustait mon oreiller et me parlait même lorsque j'étais à moitié conscient. « Votre fille a appelé », m'a dit Marie le matin du 3e jour. Il a dit qu'il avait eu un revers, mais il viendra cet après-midi. J'acquiesçai, m'accrochant à cette promesse comme un naufragé à un morceau de bois. Isabelle viendrait. Ma fille, mon trésor, le centre de mon existence depuis plus d'un demi-siècle. Elle viendrait, me tiendrait la main et tout irait bien. L'après-midi allait et venait. Le ciel orange de Nice a teint ma chambre d'hôpital de couleur flamboyante, puis a cédé la place à l'obscurité tachetée de lumière de la ville en contrebas. Isabelle n'est pas venue. 3, 4, 5 jours se sont écoulés comme un cauchemar sans fin. La pneumonie s'accrochait obstinément à mes poumons. Le docteur Laurent a changé d'antibiotique à 2 reprises, préoccupé par ma lenteur à répondre au traitement. « Votre corps se bat, Madame Laviolette », expliqua-t-il lors de la visite matinale, mais l'âge n'aide pas. Il nous faut toutes les forces possibles. Une semaine entière s'écoule comme une marée basse dans la baie des Anges. Aucun signe d'Isabelle. Pas un appel, pas un message, pas des fleurs, pas une carte. Juste un silence perçant comme le Mistral qui souffle du nord, apportant la froideur des Alpes à la Méditerranée. Ma fenêtre du 5e étage de l'hôpital offrait une vue privilégiée sur la mer Bleue et la célèbre promenade des Anglais. Allongé sur mon lit, je regardais passer des familles, des parents tenant la main d'enfants, des enfants adultes soutenant des parents âgés, des couples de tous âges célébrant l'été et la vie. Et j'étais seul. La solitude à l'hôpital a une saveur particulière, qui ne ressemble à aucune autre. C'est être entouré de gens médecins, infirmières, autres patients et se sentir toujours complètement isolé. C'est écouter les sons de la vie et des mouvements sans en faire partie. C'est regarder le temps passer à travers la fenêtre, tandis que votre propre temps semble figé entre les murs blancs et aseptiques. Les infirmières sont devenues ma seule famille. Marie a apporté des livres de chez elle, des romans de Françoise Sagan et de Marguerite Duras qui, selon elle, pourraient me distraire. Jacques, l'infirmier de nuit, un homme calme d'origine corse, racontait des histoires de son île natale tout en vérifiant mes signes vitaux au petit matin solitaire. Et la jeune Camille, fraîchement diplômée et pleine d'idéaux, coiffait mes cheveux gris avec la délicatesse que j'attendais de ma propre fille. Nous avons tenté de recontacter votre fille, Madame Laviolette, a déclaré le docteur Laurent lors de la visite du matin du 8e jour. Son regard était compatissant mais direct. Elle a dit qu'elle était très occupée par son travail dans l'immobilier et qu'elle viendrait dès qu'elle le pourrait. Les larmes coulaient silencieusement sur mon visage ridé, traçant des chemins de sel à travers les rides qui racontaient l'histoire de ma vie. Le médecin a posé sa main sur mon épaule, un simple geste d'humanité qui m'a brisé intérieurement. « Vous savez, docteur, réussis-je à dire en pleurant, il y a 52 ans, je tenais Isabelle dans mes bras après 18 heures de naissance. Je me souviens d'avoir regardé ce visage ridé et rouge et d'avoir juré que rien au monde ne m'empêcherait de la protéger. » Le docteur Laurent hocha la tête en me proposant un mouchoir. Je l'ai élevée seule après le décès prématuré de Pierre, mon mari. Elle n'avait que 3 ans lorsqu'il nous a quittés, accident sur la corniche. J'ai travaillé comme professeur de lettres au lycée Masséna pendant plus de 4 décennies pour lui donner tout ce que je n'ai jamais eu. J'ai économisé, je me suis privé, je me suis sacrifié. Et maintenant, quand c'est à mon tour d'en avoir besoin. Ma voix s'éteignit, incapable de terminer la phrase qui résonnait douloureusement dans mon cœur.
Ne vous inquiétez pas, Madame Laviolette, dit Camille qui était entrée tranquillement dans la chambre et ajustait maintenant mon oreiller. Nous sommes ici avec vous. Et je suis sûre que votre fille viendra dès qu'elle le pourra. Mais le vide laissé par Isabelle était comme un trou noir qui consommait toute la lumière autour de moi. Les photos d'elle dans mon portefeuille de la fille tressée à la femme élégante et réussie semblaient représenter une étrangère. Comment quelqu'un que je portais dans mon ventre, nourri au sein, et pour qui je versais chaque goutte de sueur et de larmes, pouvait-il devenir si distant? Alors, froid? La nuit, seule avec mes pensées et les bips constants des moniteurs, je me suis retrouvée à me souvenir de chaque sacrifice, de chaque moment où j'ai placé les besoins d'Isabelle avant les miens. Les cours supplémentaires que je donnais le samedi pour payer ses cours de ballet. Les nuits blanches à coudre vos robes de soirée parce que nous n'avions pas les moyens d'en acheter une nouvelle. Les vacances que je n'ai jamais prises pour qu'elle puisse passer un semestre étudié à Paris. Ai-je fait quelque chose de mal? Est-ce que je l'aimais trop, ou mal? L'ai-je tellement protégée qu'elle n'a jamais appris l'importance de protéger les autres, en particulier ceux qui lui ont consacré leur vie? Alors que ces questions tourmentaient mon esprit fatigué, quelque chose a changé en moi. Une étincelle d'indignation s'alluma là où auparavant il n'y avait que tristesse. Une détermination lente mais constante a commencé à grandir, alimentée par des décennies d'amour non partagé. Croyez-vous que le sang qui coule dans vos veines est un gage de fidélité? Continuez à regarder pour découvrir comment j'ai transformé la douleur de l'abandon en la plus grande leçon que ma fille puisse jamais recevoir. Alors, les secrets du passé éclatent au grand jour, révélant une Amélia Laviolette que même sa fille n'a jamais connue. Les nuits à l'hôpital étaient interminables. Le silence n'était rompu que par les bruits mécaniques des équipements médicaux, les pas occasionnels des infirmières dans le couloir et parfois les gémissements lointains d'autres patients luttant dans leur propre combat contre la fragilité humaine. Lorsque Jacques, l'infirmier de nuit, a terminé sa tournée et éteint les lumières principales, ne laissant que la douce lumière de sécurité, ma chambre s'est transformée en cinéma privé. Tandis que les médicaments combattaient l'infection de mes poumons, mes souvenirs se projetaient comme un vieux film sur les murs blancs de la pièce. Nice, 1972. L'été le plus chaud que la ville ait jamais connu. Pierre et moi venons d'emménager dans notre petite maison à Cimiez, un quartier calme sur les hauteurs de la ville. C'était une bâtisse modeste, avec des fenêtres bleues typiques de la région, un petit jardin où j'ai planté de la lavande et du thym, et une vue partielle sur la mer au loin. Pierre travaillait comme chef au restaurant Le Chantecler de l'hôtel Negresco, partant avant l'aube et rentrant tard le soir, épuisé mais toujours avec le sourire et une histoire à raconter sur des clients excentriques ou des drames de cuisine. J'ai donné des cours particuliers de français à des touristes et employés étrangers dans des hôtels de luxe de la promenade. Nos économies étaient modestes, mais l'amour était abondant. Un jour, mon amour, disait Pierre tandis que nous partagions une bouteille de vin bon marché sur notre balcon les soirs d'été, j'aurai mon propre restaurant. Petit mais authentique. Je ne servirai que le meilleur de la cuisine niçoise, soca, pissaladière, ratatouille comme ma mère en faisait, et tu seras l'hôtesse, charmant les clients avec ton sourire. J'ai ri et j'ai embrassé son front, où se formaient déjà les premières rides d'inquiétude. Je n'ai pas besoin d'un restaurant, Pierre. J'ai juste besoin de toi. Lorsque nous avons découvert que j'étais enceinte, après 3 ans d'efforts, notre bonheur était indescriptible. Pierre pleurait ouvertement, chose rare pour un homme de sa génération. Il a peint lui-même la petite chambre du bébé, en utilisant un bleu doux, car la Méditerranée devrait être la première chose que notre fils ou notre fille voit chaque jour. Quand Isabelle est née, par une nuit étoilée de juillet, notre petit appartement est devenu un palais. Pierre a pleuré lorsqu'il l'a tenue pour la première fois, ses grandes mains calleuses à cause du travail en cuisine tremblaient légèrement. Elle est magnifique, mon amour. Comme toi. Elle est magnifique, mon amour. Comme toi, dit-il en embrassant mon front en sueur après un accouchement difficile. Isabelle était vraiment magnifique. Des yeux bleus foncés comme ceux de Pierre, une petite touffe de cheveux noirs comme le mien, et une détermination qu'il a montrée dès le premier cri. Nous avons passé des heures à la regarder dormir, nous émerveillant du miracle que nous avions créé ensemble.
Les 3 premières années ont été un mélange de couches, de nuits blanches, de premiers pas, de premiers mots et d'un bonheur qui semblait infini malgré la fatigue et les difficultés financières. Pierre s'est fait un devoir d'être présent à chaque étape du développement d'Isabelle, même si cela ne signifiait que 4 heures de sommeil entre 2 quarts de travail au restaurant. Elle a ta force, Amélia, dit-il en regardant Isabelle essayer obstinément d'empiler des blocs plus hauts qu'elle. Et mon entêtement. Il va conquérir le monde, ce petit. Puis vint cette nuit de mars 1975. Il pleuvait à verse à Nice, une de ces tempêtes méditerranéennes qui transforment les rues en rivières et le ciel en champ de bataille d'éclairs. Pierre était en retard. Le dîner, une simple ratatouille, commençait à refroidir sur la table. Isabelle dormait déjà dans sa chambre, entourée des peluches que Pierre apportait à chaque fois qu'il recevait un généreux pourboire. Quand la sonnette a sonné après minuit, je le savais déjà. Il existe une manière spécifique de sonner à la porte lorsque de mauvaises nouvelles arrivent, hésitante, respectueuse, presque en s'excusant. Il y avait 2 policiers, trempés par la pluie, leur chapeau à la main. Pierre rentrait chez lui en voiture après son service de nuit au restaurant lorsqu'un conducteur ivre a traversé sa voie sur la corniche, la route sinueuse du bord de mer. La petite Citroën de Pierre n'avait aucune chance face à la grosse Mercedes à grande vitesse. Morte instantanée, disait-il, comme si cela pouvait être une consolation. J'ai appris la nouvelle à 4 heures du matin. Isabelle dormait innocemment dans sa chambre décorée d'étoiles que Pierre avait peintes à la main au plafond pour qu'elle ne soit jamais seule dans le noir. Comment dire à un enfant de 3 ans que son père ne rentrera jamais à la maison? J'ai demandé à ma mère, venue de Marseille pour les funérailles, apportant avec elle le parfum de la lavande et le réconfort tranquille que seules les mamans peuvent offrir. Vous ne comptez pas, répondit-elle avec la sagesse de quelqu'un qui a traversé de nombreuses tempêtes dans sa vie. Mon père nous avait lui aussi quittés très tôt, victime de silicose après des années de travail dans les mines. Vous montrez, chaque jour, que son amour demeure dans chacun de vos gestes. Et c'est ce que j'ai fait. Le lendemain des funérailles, une simple cérémonie dans le petit cimetière de Caucade, avec uniquement la famille de Pierre venue de la lointaine Normandie et quelques collègues du restaurant, j'ai repris le travail. Je ne pouvais pas me permettre de sombrer dans le chagrin. Isabelle dépendait désormais entièrement de moi. Je suis retourné à l'école le soir, pendant que ma mère restait avec Isabelle, pour obtenir un diplôme d'enseignant. Après le retour de ma mère à Marseille, j'ai engagé une voisine adolescente pour rester avec ma fille pendant mes cours du soir. Chaque franc économisé, chaque minute de la journée optimisée. Je suis devenue enseignante permanente au lycée Masséna, travaillant le jour et corrigeant les examens le soir, après qu'Isabelle se soit endormie. Le week-end, je l'emmenais pique-niquer au même endroit où Pierre m'avait proposé, dans le parc du château. Je racontais des histoires sur son père, entretenant sa mémoire, montrant les photos jaunies de notre mariage, de sa naissance, des rares jours de congé que nous passions à la plage. Papa est dans les étoiles maintenant, expliquais-je les nuits où elle pleurait, manquant un homme dont le visage commençait à devenir flou dans son souvenir d'enfance. Il veille sur nous chaque nuit, tout comme les étoiles qu'il a peintes sur son plafond. Les années ont passé. Isabelle a grandi forte, intelligente, déterminée, exactement comme Pierre l'avait prédit. Lorsqu'elle a voulu apprendre le ballet à 6 ans, j'ai économisé pendant des mois pour acheter ses premières chaussures de danse, sacrifiant mon seul luxe, les livres de poésie que j'avais collectionnés depuis mon adolescence. Maman, as-tu vu comment je me tenais sur la pointe des pieds aujourd'hui? Demanda-t-elle, ses yeux bleus brillants après chaque récital, chaque petite réalisation. 6, ma chérie. Ton père serait si fier. Adolescente, Isabelle commence à changer. La jeune fille douce et reconnaissante s'est transformée en une jeune femme ambitieuse, parfois acharnée dans ses objectifs. Ce n'était pas nécessairement un mauvais trait, je l'avais élevée pour qu'elle soit forte, après tout, mais il y avait autre chose, une dureté qui m'inquiétait. Pourquoi devons-nous vivre dans cette vieille maison alors que mes amis vivent dans des appartements modernes en centre-ville, se plaignait-elle à l'âge de 15 ans, comparant notre humble demeure de cimier aux résidences plus luxueuses de ses camarades de lycée. Cette maison, c'est notre histoire, Isabelle,
répondais-je patiemment. Ici, tu as fait tes premiers pas. Ici, ton père et moi avons rêvé d'avenir. En plus, les fenêtres bleues éloignent les mauvais esprits, comme disait ta grand-mère. Elle roula des yeux, déjà impatiente face à ce qu'elle considérait comme des superstitions démodées. Lorsqu'Isabelle a décidé d'étudier le commerce à Paris à 18 ans, au lieu des lettres comme je l'espérais secrètement, j'ai vendu les bijoux hérités de ma grand-mère, un ensemble de perles et une broche en saphir, pour aider à faire face aux dépenses. C'était mon seul héritage familial, mon seul bien de valeur autre que la maison. Ce ne sont que de vieux bijoux, maman, a-t-elle dit avec désinvolture lorsque je lui ai parlé du sacrifice. De toute façon, tu ne les as jamais utilisés. Je n'ai pas expliqué que je ne les gardais pas en sécurité, que je comptais les lui transmettre un jour, ainsi que les histoires de ma grand-mère, l'une des premières femmes à voter en France. J'ai ravalé la douleur et j'ai souri, comme je le faisais toujours. Au cours des 4 années où Isabelle a étudié à Paris, je ne lui ai rendu visite que 2 fois. Le salaire du professeur était suffisant pour notre vie à Nice, mais pas pour les déplacements fréquents. Nous nous parlions au téléphone tous les dimanches, les appels devenant de plus en plus courts à mesure que sa vie se remplissait de nouveaux amis, de nouvelles expériences, de nouveaux rêves qui ne m'incluaient pas. De retour à Nice après ses études, elle se métamorphose. Élégante, sophistiquée, parlant avec un accent un peu parisien qui masquait ses origines provinciales. Il avait avec lui de grands projets et une détermination farouche. « Je vais ouvrir ma propre agence immobilière, maman », m'a-t-elle annoncé lors du dîner que j'ai préparé pour fêter son retour. Il avait passé toute la journée à cuisiner ses plats préférés, une ratatouille comme celle de Pierre, un gratin dauphinois et une tarte tatin en dessert. Le marché niçois explose d'étrangers en quête de résidences secondaires. C'est une mine d'or. C'est merveilleux, ma chérie, répondis-je, vraiment heureux de l'avoir excitée. Mais démarrer une entreprise nécessite des investissements. Peut-être devriez-vous d'abord travailler quelques années dans une société immobilière établie, apprendre le métier. Je n'ai pas le temps pour ça, l'interrompit-elle, ses yeux brillants d'une ambition que je reconnaissais mais qui me faisait aussi un peu peur. Je dois entrer sur le marché maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. J'ai déjà vu l'emplacement idéal pour le bureau, rue Paradis, en plein cœur de la ville d'Or. Combien cela coûterait-il ? J'ai demandé, calculant déjà mentalement nos économies, le petit fonds d'urgence que j'avais conservé depuis le décès de Pierre. Quand Isabelle a mentionné le montant, j'ai failli m'étouffer avec mon vin. C'était plus que ce que j'avais gagné en 2 ans. Pourtant, 3 mois plus tard, j'ai hypothéqué notre maison de Cimier pour lui prêter le capital initial. La banque était réticente, un enseignant à la retraite de 62 ans n'était pas vraiment le client idéal pour un prêt de cette taille, mais la maison était entièrement remboursée et valait bien plus qu'il y a 30 ans, lorsque Pierre et moi l'avions achetée avec nos économies combinées. « Maman, tu n'étais pas obligée de faire ça », dit Isabelle en brandissant le chèque que je lui ai remis, l'avenir de notre famille résumé sur un morceau de papier. « Un jour, quand j'aurai besoin de toi, je sais que tu seras là pour moi, répondis-je avec un sourire confiant, croyant vraiment mes paroles. L'entreprise d'Isabelle prospère rapidement. Elle avait le charisme de Pierre et ma détermination, une combinaison puissante. En quelques années, Immobilier Laurent, elle avait adopté professionnellement le nom de son père, qui est plus forte en français, est devenue l'une des agences immobilières les plus performantes de Nice, spécialisée dans les propriétés de luxe pour une clientèle internationale. Dans les premières années, Isabelle venait dîner à la maison 1 fois par semaine. Elle apportait de petits cadeaux, un châle, un parfum, des chocolats fins et parlait avec animation de son entreprise, de ses clients excentriques, des propriétés spectaculaires qu'elle vendait. Petit à petit, les visites sont devenues mensuelles. Et seulement lors d'occasions spéciales. Les appels rapides ont remplacé les longues conversations. Les SMS ont remplacé les appels téléphoniques. La distance s'est accrue, non pas géographiquement, mais émotionnellement. « Je suis très occupée, maman » est devenue sa phrase la plus courante. Ce client russe veut voir 10 villas en une journée. Cette famille américaine a changé 3 fois d'avis sur l'emplacement.
Cet investisseur britannique fait pression pour fermer avant le Brexit. Maintenant, allongé dans ce lit d'hôpital, ces mots résonnaient comme une ironie cruelle. La toux me secouait et chaque respiration était un combat. Sur la table à côté de lui, le téléphone restait silencieux, comme depuis 10 jours. Aucun appel d'Isabelle, aucune question sur mon état, aucun mot de réconfort. Au 10e jour d'hospitalisation, alors que le docteur Laurent était optimiste quant à mon rétablissement mais préoccupé par mon état émotionnel, j'ai reçu une visite inattendue. Madame Laviolette ? Posso entrar ? La voix masculine m'a surpris. Je me tournai lentement dans le lit, les tubes à oxygène limitant mes mouvements. À la porte se tenait un homme d'âge moyen, vêtu d'un costume bien ajusté qui ne pouvait pas cacher complètement son ventre proéminent. Les cheveux gris au niveau des tempes encadraient un visage aimable, avec des rides d'expression qui suggéraient une vie de sourire. Dans ses mains, un bouquet de lavande fraîche parfumait l'air aseptique de l'hôpital. Je l'ai regardé d'un air interrogateur, essayant de situer ce visage parmi les centaines d'étudiants qui avaient suivi mes cours pendant 4 décennies. Albert Moreau, se présenta-t-il en s'approchant timidement. J'étais votre élève au lycée Masséna, promotion 1985. Littérature française, salle 204, 3e pupitre au 2e rang. Un faible sourire se forma sur mes lèvres sèches. Le garçon qui écrivait des poèmes pour Sylvie Duchamp sans avoir le courage de les livrer ? Ses yeux s'écarquillèrent de surprise, puis il rit, un son réconfortant et authentique. Mon Dieu, tu te souviens ? Oui, ce même imbécile romantique. J'ai appris ton hospitalisation par Marie, qui est mariée à mon cousin Philippe. Je n'ai pas pu m'empêcher de venir lui rendre visite. Albert a placé les fleurs dans un vase que Camille a aussitôt apporté et s'est assis à côté de moi. Il a tenu ma main ridée dans ses mains chaudes et fermes, et pendant un instant, je me suis senti à nouveau ancré, connecté au monde extérieur à ces murs blancs. Qu'est-il arrivé à ces poèmes ? Ai-je demandé, ressentant une curiosité que je n'avais pas ressentie depuis des jours. Cela faisait du bien de penser à quelque chose au-delà de ma condition, au-delà du silence d'Isabelle. Albert sourit, un peu gêné. Vous n'allez pas le croire, mais je les ai finalement donnés à Sylvie, 20 ans plus tard, lors d'une réunion d'anciens élèves. Elle est maintenant gynécologue à Cannes, mariée, mère de 3 enfants. Elle a lu les poèmes là-bas, devant tout le monde, puis elle m'a serré dans ses bras. Elle a dit que c'était la chose la plus douce qu'on ait jamais faite pour elle. Nous avons discuté pendant plus d'1 heure. Albert m'a raconté sa vie, comment mes cours de littérature française ont éveillé en lui un amour des mots qui l'a conduit d'abord au journalisme à Nice Matin puis au droit. Il est désormais avocat spécialisé en droit de la famille, divorcé, père de 2 adolescentes qui, selon lui, me rendent fou et me ravissent tout autant. Tu as changé ma vie, tu sais ? A-t-il dit à un moment donné, sa voix remplie d'émotions sincères. Quand mes parents ont voulu que j'abandonne mes études pour travailler dans la poissonnerie familiale, c'est toi qui les as convaincus que j'avais le potentiel pour faire plus. Je n'ai jamais oublié cette réunion au cours de laquelle tu leur as montré mes essais, la passion avec laquelle tu as défendu mon avenir. Les larmes coulaient sur mes joues. Durant tous ces jours d'abandon, il y avait quelqu'un qui se souvenait de moi, quelqu'un qui valorisait ce que j'avais fait, quelqu'un dont j'avais touché positivement la vie. C'est bon de savoir que j'ai fait une différence, murmurai-je, luttant contre l'émotion qui serrait ma gorge déjà compromise par la maladie. Vous avez fait une différence dans la vie de centaines d'étudiants, Madame Laviolette, a déclaré Albert avec conviction. Lors des réunions d'anciens élèves, son nom revient toujours avec affection et admiration. Beaucoup ont poursuivi des carrières dans la littérature, le droit, le journalisme, inspirés par ses cours. Je souris faiblement, ressentant un sentiment de fierté professionnelle que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Il était facile, à la retraite, de douter de son héritage, de se demander si les années consacrées à l'enseignement avaient vraiment compté. Et votre fille, madame ? Isabelle ne vient pas vous rendre visite ? Le sourire a disparu de mon visage. Je détournai le regard de la fenêtre, où les mouettes planaient sur la mer bleue, libre et insouciante.
J'ai observé leur vol pendant quelques instants, à la recherche de mots qui ne feraient pas trop mal lorsqu'ils seraient prononcés à voix haute. Elle est occupée, Albert. Très occupée. Son visage se durcit. Albert a toujours eu l'esprit vif, même lorsqu'il était adolescent. J'ai pu lire entre les lignes des poèmes les plus obscurs que j'ai présentés en classe, trouvant des significations que même moi n'avais pas remarquées. Trop occupé pour rendre visite à ta propre mère à l'hôpital ? Demanda-t-il, l'indignation évidente dans sa voix habituellement douce. Pardonnez-moi, madame, je ne veux pas être intrusive, mais ce n'est pas bien. Depuis combien de temps êtes-vous ici ? 10 jours ? Et elle n'est pas venue une seule fois ? Elle a une entreprise à diriger, justifiai-je automatiquement, m'étonnant de mon propre besoin de défendre Isabelle, même après tant de déceptions. Son activité immobilière connaît un grand succès. Client important, propriété de luxe. Avec tout le respect que je vous dois, Madame Laviolette, interrompit Albert en me tenant plus fermement la main, il n'y a aucune affaire si importante qui justifie l'abandon d'une mère malade. Surtout une mère comme vous. Ces paroles m'ont frappé comme des vagues contre les rochers du rivage. La vérité, lorsqu'elle était racontée par quelqu'un d'autre, semblait plus brutale, impossible à ignorer ou à minimiser. Elle n'a pas toujours été comme ça, murmurai-je, plus pour moi-même que pour Albert. Quand j'étais petite, elle était si affectueuse, si dévouée. Je me souviens comment elle prenait soin de moi quand j'avais la grippe, quand elle avait 8 ans. Elle préparait d'horribles soupes que je faisais semblant d'aimer, elle lisait des histoires avec sa petite voix d'enfant. Qu'est-elle arrivée à cette fille, Albert ? Il soupira, le profond soupir de quelqu'un qui a vu de nombreuses transformations dans sa carrière d'avocat familial. L'argent et la réussite changent les gens, madame. Pas toujours en mieux. Dans mon travail, je le vois constamment, des familles détruites par des héritages, des frères et sœurs qui ne se parlent pas à cause d'un testament, des enfants qui ne viennent que lorsqu'ils ont besoin d'argent. À ce moment-là, comme si une ampoule s'était éteinte dans mon esprit assombri par la maladie, une idée a commencé à se former. Une idée qui grandirait comme des vagues qui se forment loin des côtes avant de déferler de plein fouet sur la plage. Albert, dis-je avec une clarté qui nous surprit tous les deux, exercez-vous toujours le métier d'avocat en droit de la famille ? Oui, c'est ma spécialité. Testament, inventaire, partage du patrimoine, tutelle, pourquoi ? J'aurai bientôt besoin de vos services. Très bientôt. Albert se pencha, son intérêt professionnel clairement piqué. Je suis à votre disposition, Madame Laviolette. Mais vous devez d'abord récupérer. Nous pourrons discuter des questions juridiques lorsque vous serez plus forte. Non, ai-je insisté, essayant de m'asseoir plus droit sur le lit. Je dois aborder ce problème maintenant, pendant que j'ai la clarté. La pneumonie pourrait s'aggraver à tout moment et je veux être préparé. L'avocat a reconnu la détermination, à mes yeux la même détermination qu'il avait probablement vue il y a des décennies lorsque j'avais défendu son droit de poursuivre une carrière universitaire contre la volonté de ses parents. Très bien, acquiesça-t-il en sortant un petit carnet de la poche intérieure de sa veste. De quoi parle-t-on exactement ? Je veux réviser mon testament, ai-je déclaré, ma voix plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Et j'ai besoin que vous m'aidiez à élaborer un plan. Un plan qui enseignera à ma fille la leçon la plus importante qu'elle ait jamais apprise. On dit souvent que le temps passe plus lentement à l'hôpital. Pour moi, dans les jours qui ont suivi la visite d'Albert, le temps semblait avoir trouvé un nouveau rythme, ni lent ni rapide, mais intensément concentré. Chaque heure était remplie d'un but, chaque conversation murmurée avait un objectif clair. Mon rétablissement a été lent mais régulier. Chaque jour qui passait sans nouvelles d'Isabelle renforçait ma détermination. La pneumonie, qui auparavant semblait saper ma volonté de vivre, rencontrait maintenant une résistance dans un esprit renouvelé par quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, une juste indignation. Le docteur Laurent a été surpris de ma soudaine amélioration lors de la visite matinale du 12e jour. Madame Laviolette, vos tests montrent des progrès remarquables, commenta-t-il en écoutant mes poumons avec le stéthoscope froid.
L'infection est en train de se résorber et vos niveaux d'oxygène se sont considérablement améliorés. Vous possédez une force intérieure remarquable. J'ai des raisons de m'améliorer, docteur, répondis-je en échangeant un regard complice avec Marie, qui organisait mes médicaments. Eh bien, si vous continuez ainsi, vous pourrez être libéré dans une semaine, m'a-t-il informé en prenant des notes dans mon dossier. Bien sûr, vous aurez besoin de soins à domicile. Quelqu'un qui pourra vous aider avec vos médicaments, votre alimentation, surveiller votre respiration. Ma fille prendra soin de moi, dis-je avec une confiance qui contrastait avec la réalité de son abandon. Le médecin hésita, visiblement mal à l'aise. Madame, pardonnez-moi, mais votre fille ne s'est pas présentée une seule fois pendant son séjour. Peut-être serait-il judicieux d'envisager des alternatives, une aide-soignante professionnelle, peut-être. Ce ne sera pas nécessaire, intervint Marie en ajustant mon oreiller. Je suis sûre que la fille de Madame Laviolette remplira ses responsabilités filiales le moment venu. Quand le médecin partit, Marie vint et murmura « Albert sera là à 3 heures. » Ai-je apporté les documents que vous avez demandés ? Oui, confirmai-je. La prochaine fois qu'Isabelle décidera de fouiller mes tiroirs à la recherche de police, d'assurance ou d'actes, elle trouvera exactement ce que nous lui avons préparé. Une semaine. 7 jours pour finaliser mon plan. Albert me rendait visite régulièrement, apportant les documents que j'avais demandés. Ensemble, nous avons examiné mon testament, mes actes de propriété et mes investissements accumulés au fil de décennies de travail acharné et d'épargne rigoureuse. À ma grande surprise, lorsque nous avons fait un inventaire complet de mes actifs, j'ai découvert que je valais beaucoup plus que ce que je pensais. La maison de Cimier, que nous avions achetée pour une somme dérisoire dans les années 1970, était désormais évaluée à plus de 2 millions d'euros, grâce à la gentrification du quartier et à la demande croissante de propriétés historiques sur la Côte d'Azur. De plus, ma modeste caisse de retraite d'enseignant, combinée aux petites économies que j'avais religieusement faites au fil des années, accumulait une somme respectable. Il y avait aussi les bijoux de ma grand-mère qu'Isabelle ne savait pas que j'avais récupérés. Après avoir payé ses études universitaires avec l'argent de la vente, j'ai fait des heures supplémentaires en donnant des cours particuliers aux enfants de riches touristes jusqu'à ce que je puisse racheter les pièces au même antiquaire à qui les avait vendues. Vous avez près de 3 millions d'actifs, calcula Albert en ajustant ses lunettes tout en organisant les documents étalés sur mon bureau d'hôpital. Votre fille est-elle au courant ? Je suis sûre qu'elle a une estimation approximative, répondis-je sèchement. Isabelle a toujours eu le don d'évaluer des propriétés, même dès son plus jeune âge. Albert s'éclaircit la gorge, mal à l'aise avec mon ton amer. Et es-tu sûr de ces changements dans le testament ? C'est une décision radicale. J'ai regardé par la fenêtre le coucher de soleil qui colorait le ciel niçois de nuances de rose et d'orange. Quelque part là-bas, Isabelle continuait sa vie comme si je n'existais pas, comme si elle n'avait pas du mal à respirer dans une chambre d'hôpital. Oui, Albert. Plus sûr que moi de nombreuses décisions de ma vie. Le Nouveau Testament que j'ai dicté à Albert était un chef-d'œuvre de justice poétique. Je n'étais pas motivé par la vengeance, pas complètement, en tout cas mais par un véritable désir de donner une dernière leçon à ma fille unique. Une leçon sur les valeurs, sur la responsabilité, sur le vrai sens de la famille. Marie, l'infirmière qui était devenue ma confidente, se joignit à notre petite conspiration. Camille a également été intégrée au projet, sa jeunesse et son énergie apportant de nouvelles idées. Même Jacques, l'infirmier taciturne de nuit, apportait sa sagesse corse sur les traditions familiales méditerranéennes. Nous avons besoin d'un moyen de garantir qu'Isabelle vienne la chercher en personne le jour de sa sortie, a réfléchi Marie lors d'une de nos réunions secrètes. Elle enverra probablement un chauffeur d'application, commente Camille, qui connaît bien le comportement des jeunes générations. Ce serait inacceptable, a déclaré Jacques, dans un rare moment d'expression. Sur mon île, un enfant qui ne prend pas soin de ses parents âgés est considéré comme une honte pour toute la famille. C'est Marie qui a obtenu le numéro de téléphone portable privé d'Isabelle, qui s'identifie désormais professionnellement sous le nom d'Isabelle Laurent,
abandonnant le nom de famille Laviolette qui portait l'héritage de générations d'enseignants, de poètes et d'artisans de ma famille. Madame, votre fille a répondu, a déclaré Marie après avoir passé l'appel que j'avais demandé la veille de ma sortie. Son visage trahissait un mélange d'indignation et de tristesse. Je l'ai informée que vous aviez été libérée et que vous aviez besoin que je vienne vous chercher demain à 10 heures. Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Ai-je demandé, déjà préparée à toute réponse. Marie hésita, se mordant la lèvre inférieure, visiblement réticente à transmettre l'intégralité du message. S'il te plaît, Marie. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin d'entendre exactement ce que ma fille a dit. L'infirmière soupira et se rendit. Elle a dit qu'elle avait un emploi du temps chargé, qu'elle avait 3 visites de propriété prévues pour demain matin. Elle a demandé si vous pouviez prendre un taxi ou si l'hôpital ne pouvait pas organiser le transport. J'ai fermé les yeux, absorbant le coup. Même après presque 2 semaines d'abandon, ça faisait toujours mal. Chaque nouveau rejet était comme le sel dans une blessure qui ne cicatrisait jamais complètement. Et quand as-tu dit que ce ne serait pas possible ? Elle a suggéré qu'elle pourrait envoyer un chauffeur d'application. Elle a dit qu'elle paierait un supplément pour qu'il aide avec les sacs et accompagne la dame jusqu'à la porte de la maison. Un rire amer s'échappa de mes lèvres. Des sacs, comme si j'avais apporté toute une garde-robe à l'hôpital lorsque j'ai été amené inconscient dans une ambulance. Marie m'a serré la main en signe de solidarité. Et qu'as-tu répondu ? Un sourire discret apparut sur les lèvres de Marie, le genre de sourire que seules les femmes qui ont affronté de nombreux combats dans la vie peuvent produire, en partie détermination, en partie tristesse, en partie sachant qu'il faut parfois être dur pour être juste. J'ai dit que le médecin avait insisté pour parler en personne à un membre de la famille des soins après la sortie, qui sont le protocole hospitalier pour les patients âgés atteints de pneumonie grave, en particulier ceux qui vivent seuls. J'ai mentionné qu'il y avait des problèmes juridiques liés à l'assurance maladie qui devaient être traités en personne. Est-ce qu'elle était d'accord ? Oui, madame. J'ai dit que je réorganiserais votre emploi du temps et que je serais ici demain à 10 heures. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Pas à cause de la maladie, mes poumons répondaient déjà beaucoup mieux, l'apport d'oxygène avait déjà été réduit et la fièvre était complètement contrôlée. C'est l'anticipation, le mélange d'anxiété et de détermination qui a gardé mon esprit alerte. J'observais les lumières de Nice scintiller en contrebas, formant un tapis d'étoiles terrestres qui s'étendait de la colline de Cimier jusqu'à la mer. Quelque part parmi ces lumières se trouvait le luxueux appartement d'Isabelle, avenue Jean Médecin, probablement sombre à cette heure-là car elle travaillait souvent tard dans son agence. J'ai pensé à Pierre, à quel point il serait déçu par la fille que nous avons élevée avec tant d'amour. Pierre, qui rêvait de voir grandir Isabelle, qui envisageait de lui apprendre à nager, à pêcher, à apprécier les plaisirs simples de la vie méditerranéenne. Comment aurait-il équilibré l'amour paternel avec la discipline nécessaire ? Aurait-il évité les erreurs que j'avais commises, en la gâtant trop, en rattrapant l'absence de son père ? J'ai pensé à ma propre mère, Élise, qui s'est occupée de ma grand-mère jusqu'à son dernier souffle, dans notre petit appartement de Marseille. Je me souvenais que, même après de longues journées à nettoyer les maisons de familles riches, ma mère trouvait encore l'énergie de donner un bain à ma grand-mère arthritique, de lui peigner les cheveux, de lui lire quand sa vue déclinait. C'est ainsi que nous honorons ceux qui nous ont donné la vie, a-t-elle déclaré. Un jour, si nous avons de la chance, nos enfants feront la même chose pour nous. Chance. Je n'ai pas eu de chance à cet égard. Ou peut-être n'ai-je pas réussi à enseigner à Isabelle ce que ma mère m'a si bien appris, que l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais un engagement quotidien envers les soins et la présence. Le matin, j'ai demandé à Marie de m'aider à me préparer avec un soin tout particulier. Je ne voulais pas qu'Isabelle me voie fragile, abattue, vaincue. Je voulais lui faire face avec la dignité qu'elle avait oubliée que je possédais. J'ai enfilé le chemisier en soie bleu ciel qu'Albert avait rapporté de chez moi, une pièce qu'il avait réservée pour les grandes occasions. J'ai mis un peu de rouge sur ses joues pâles, j'ai délicatement souligné ses lèvres avec du rouge à lèvres roses et j'ai peigné ses cheveux blancs, autrefois noirs comme ceux d'Isabelle. Enfin,
J'ai vaporisé quelques gouttes du Chanel numéro 5 que Pierre m'avait offert pour notre dernier anniversaire de mariage et que je ne portais que lors d'occasions vraiment spéciales. Tu es magnifique, dit Camille, la jeune infirmière, en entrant dans la chambre avec la petite valise où étaient rangées mes affaires personnelles. Tu as l'air 10 ans plus jeune aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour important, chérie, répondis-je en ajustant le col de mon chemisier. Le jour où ma fille apprendra la leçon la plus précieuse de sa vie. Êtes-vous sûr de vouloir mettre ce plan à exécution ? Demanda Camille avec l'insécurité typique de la jeunesse. Ne serait-il pas plus simple de la confronter ? Dites-lui à quel point elle se sent abandonnée ? J'ai souri à la jeune femme, admirant son innocence. Chérie, j'ai passé des décennies à essayer d'enseigner les valeurs d'Isabelle avec des mots gentils et des exemples du quotidien. Des mots qu'elle n'entend plus. Il est temps d'adopter une approche différente. À 9h45, Albert arrive, impeccable dans son costume bleu marine, portant une mallette en cuir véritable qui contraste avec le plastique et le métal aseptisé du milieu hospitalier. Il s'est positionné stratégiquement dans un fauteuil dans un coin de la pièce, partiellement caché par le rideau qui séparait mon lit de la fenêtre. Marie est venue vérifier mes signes vitaux une dernière fois, ajuster mon apparence et me faire un câlin qui m'a communiqué la solidarité et la force féminine. « Nous sommes tous avec vous, Madame Laviolette », me murmura-t-elle à l'oreille. À 10h05 Isabelle avait toujours l'habitude d'arriver un peu en retard, un petit pouvoir qu'elle exerçait sur les autres. J'entendis des talons au claquer précipitamment dans le couloir au sol en vinyle. Le son signature Louboutin qu'elle affichait sur ses réseaux sociaux, résonnant comme de petits coups de trompette annonçant son arrivée. La porte s'ouvrit et elle était là Isabelle. Élégante dans son ensemble Chanel noir, ses cheveux noirs parfaitement disposés en un chignon bas et sophistiqué, ses ongles rouges vifs, son visage maquillé pour cacher tout signe de culpabilité ou de remords qu'elle pourrait ressentir. Le maquillage était son armure, tout comme les talons où étaient ses armes. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point elle était magnifique. Ma fille était devenue une femme d'une beauté saisissante, avec des traits raffinés qui ressemblaient à ceux de pierre fondue dans ma structure osseuse. C'était comme regarder une version améliorée de moi-même lors de mes meilleurs jours, enrichie par des privilèges et une richesse que je n'avais jamais connue. « Maman, tu vas enfin mieux ?» s'exclama-t-elle en s'approchant pour un baiser formel sur ma joue, soigneusement calculé pour ne pas tacher son rouge à lèvres ni froisser ses vêtements. Le parfum coûteux Clive Christian, probablement, d'après ce que je savais de ses goûts extravagants, envahit mes narines. Je suis désolé de ne pas être venu plus tôt, mais vous n'imaginez pas à quel point c'est fou dans l'agence immobilière. Nous venons de finaliser la vente d'une villa au Cap Ferrat pour 12 millions d'euros. Son enthousiasme pour cette transaction était débordant, comme si la transaction d'1 million de dollars était une justification suffisante pour avoir abandonné sa propre mère au bord de la mort. Comme si je devais être impressionné, peut-être même fier, que l'argent était plus important que mon bien-être. J'ai regardé ma fille, j'avais vraiment l'air comme si je ne l'avais pas fait depuis longtemps. J'ai vu au-delà du masque de perfection et de réussite qu'elle projetait. J'ai vu la fille qui un jour a pleuré dans mes bras en tombant de son vélo et s'est écorché les genoux, l'adolescente qui m'a réveillée à 3h du matin pour m'avouer son premier baiser avec le fils du boulanger, la jeune femme qui a jeté son chapeau en l'air à la remise des diplômes grâce à mes sacrifices. Et j'ai aussi vu l'étrangère qu'elle était devenue, quelqu'un qui donnait la priorité au statut et aux apparences avant les liens plus sacrés, quelqu'un qui mesurait la valeur des gens à la taille de leur compte bancaire, quelqu'un qui avait complètement oublié d'où elle venait et qui l'avait aidée à arriver là où elle était. « Isabelle », dis-je avec un calme qui me surprit moi-même, ma voix libre de la fragilité que la maladie m'imposait depuis tant de jours. « J'aimerais vous présenter quelqu'un. » J'ai fait signe et Albert s'est levé, sortant de l'ombre comme un acteur attendant son signal dans les coulisses. « Voici Albert Moreau, mon avocat. » Le visage d'Isabelle pâlit sous le maquillage coûteux. Ses yeux, si semblables à ceux de Pierre, rebondissaient encore et encore de moi à Albert, comme s'il essayait de déchiffrer une énigme complexe. Avocat ? Mais, pourquoi ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose, maman ? Y a-t-il un problème avec la maison ? L'inquiétude dans sa voix n'était pas pour moi, réalisai-je le cœur serré.
c'était avec mes biens matériels, avec l'héritage qu'elle comptait déjà comme sienne. Non, chérie. La maison va bien. Je n'étais pas là, répondis-je en gardant un ton calme. J'ai été hospitalisée pendant près de 2 semaines pour une pneumonie grave. J'ai failli mourir, vous savez? Isabelle eut la décence de rougir. J'ai essayé de venir, maman. Mais tu sais à quoi ressemble mon travail, les responsabilités. Albert s'éclaircit discrètement la gorge, ouvrant sa mallette et en sortant quelques documents. Madame Laviolette m'a demandé de revoir son testament et d'y apporter des modifications importantes, a-t-il déclaré avec professionnalisme. En tant qu'avocat, je suppose que Miss Isabelle aimerait être présente lors de cette discussion? Avocat? Ai-je demandé en haussant les sourcils. Je ne savais pas que ma fille était mon avocate. En fait, je ne savais pas que ma fille représentait quelque chose pour moi ces 2 dernières semaines. Isabelle fit 2 pas vers moi, son visage affichant une fausse inquiétude. Maman, ne parle pas comme ça. Bien sûr que je suis ta fille unique. Écoute, je suis vraiment désolée de ne pas être venue plus tôt. J'ai eu des rendez-vous importants, des clients exigeants. Plus important que la mort de ta mère, interrompit Marie qui venait d'entrer dans la chambre avec les médicaments pour ma sortie. Je n'ai pas pu retenir un petit sourire en voyant la loyauté de cette femme qui me connaissait à peine, mais qui faisait preuve de plus de compassion que ma propre fille. Excusez-moi, mais c'est une conversation privée, répondit Isabelle en jetant un regard glacial à l'infirmière. Marie peut rester, dis-je fermement. Elle a pris soin de moi quand tu n'étais pas là. En fait, Marie, Jacques, Camille et tout le personnel de cet hôpital sont devenus plus une famille pour moi pendant ces 2 semaines que vous ne l'avez été depuis des années. Albert prit le moment de déposer les documents sur la table à manger de l'hôpital. Madame Laviolette a décidé d'apporter des changements importants à son testament et à la répartition de ses biens. Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent. J'ai vu la panique traverser son visage parfait comme un nuage sombre. Des changements? Quel genre de changement? Albert m'a regardé, demandant la permission de continuer. J'ai hoché doucement la tête. Madame Laviolette a décidé de faire don de sa maison de Cimier pour créer une fondation destinée à soutenir les personnes âgées abandonnées par leur famille. Isabelle haleta en posant la main sur sa poitrine. Quoi? Mais cette maison vaut au moins 2 millions d'euros. 2 600 000, selon le dernier bilan, corrigea Albert, impassible. Quant aux économies et investissements de votre mère, environ 800 000 euros seront répartis, la moitié pour financer des bourses pour de jeunes enseignants, en l'honneur de la carrière de Madame Laviolette, et l'autre moitié pour un fonds qui paiera des infirmières privées pour s'occuper d'elle dans ces dernières années, afin qu'elle ne dépende plus jamais des membres absents de sa famille. À chacun des mots d'Albert, le visage d'Isabelle se tordait un peu plus. Ses mains tremblaient et j'ai remarqué qu'elle tenait si fort la bandoulière de son sac Louis Vuitton que ses jointures étaient blanches. « C'est ridicule !» s'exclama-t-elle finalement. « Maman, tu ne peux pas faire ça. Je suis ta fille unique. » Je m'ajustai sur le lit, sentant une étrange force parcourir mon corps fragile. « Oui, Isabelle, tu es ma seule fille biologique. Mais la famille, ce n'est pas que le sang. La famille, ce sont ceux qui sont présents, qui se sacrifient, qui se donnent beaucoup de mal pour prendre soin les uns des autres. Mais j'ai travaillé si dur, pour bâtir ma richesse, pour notre avenir. » « Ton avenir, tu veux dire, corrigeai-je doucement. Je ne fais pas partie de tes projets, Isabelle. Je m'en suis rendu compte de la manière la plus douloureuse possible. » Marie m'a serré la main en signe de solidarité. Albert est resté professionnel, mais je pouvais voir une lueur de fierté dans ses yeux. « Et moi ?» demanda Isabelle, sa voix étant désormais brisée. « Est-ce que je n'obtiendrai rien de ce que tu as construit? Qu'est-ce que papa a laissé ?» J'ai souri, non pas avec méchanceté, mais avec la sérénité de quelqu'un qui comprend enfin une grande vérité. « Je n'ai pas dit que tu ne recevrais rien, ma chérie. En fait, je te laisse le bien le plus précieux que j'ai. » Isabelle leva les yeux,
un éclair d'espoir traversant son visage. Je te laisse une leçon, continuai-je. La leçon que ma mère m'a enseignée et que je n'ai apparemment pas réussi à vous transmettre, aucune richesse matérielle ne vaut le véritable amour. Aucune entreprise n'est plus importante que d'être là pour ceux qui vous ont donné la vie et ont consacré leur existence à votre bonheur. De véritables larmes ont commencé à couler sur le visage d'Isabelle, maculant son maquillage parfait. Et pour que cette leçon pénètre vraiment dans son cœur, continuai-je, j'ai décidé qu'il ne serait pas juste de simplement la retirer de l'héritage. Alors Albert a inclus une clause spéciale. L'avocat hocha la tête en tournant la page du document. Mademoiselle Isabelle Laviolette recevra un héritage symbolique d'1 €, ainsi que des photographies et des effets personnels de son père, Pierre Laviolette. De plus, elle aura la possibilité de récupérer une partie de son héritage matériel grâce à des travaux d'intérêt général. Service communautaire ? Répéta Isabelle, confuse. Pour chaque heure que vous consacrerez volontairement aux soins des personnes âgées abandonnées au sein de la fondation qui portera mon nom, une somme sera accumulée dans un fonds spécifique, lui ai-je expliqué. Après 1000 heures éprouvées de bénévolat, vous aurez accès à 20% de la valeur originale de la maison. Le silence envahit la pièce. On entendait le tic-tac sur le mur et les bruits lointains de l'hôpital. Isabelle resta immobile, réfléchissant à ce qu'elle venait d'entendre. Finalement, elle tomba à genoux à côté de mon lit, prenant mes mains dans les siennes. Ses larmes coulaient maintenant librement et pour la première fois depuis des années, j'ai vu ma vraie fille émerger de derrière la façade d'une femme d'affaires à succès. « Maman, pardonne-moi » sanglotait-elle. Je me suis perdue. Je suis devenue quelqu'un que je ne reconnaissais même plus. L'argent, le statut, le succès, tout cela m'a aveuglée sur ce qui compte vraiment. Je lui ai caressé les cheveux, comme je le faisais quand elle était petite et je me suis réveillée effrayée par des cauchemars. Le pardon se mérite, Isabelle. Pas avec des mots, mais avec des actions. Et tu as un long voyage devant toi. Albert rassembla les documents en silence, se préparant à partir. Marie a rangé mes affaires dans la petite valise que j'utiliserai pour sortir de l'hôpital. Et si je change, demanda Isabelle en pleurant. Si je change vraiment, si je prouve que j'ai retenu la leçon ? Alors tu auras reçu le véritable héritage, ma petite, répondis-je en séchant ses larmes avec mes doigts tremblants. Un héritage bien plus précieux que n'importe quelle propriété ou compte bancaire. Je suis sortie de l'hôpital ce matin ensoleillé de Nice, appuyée sur le bras de ma fille. L'avenir était incertain, mais je savais une chose, parfois, le plus grand acte d'amour est de donner une leçon douloureuse. Tandis que la voiture d'Isabelle contournait la promenade des Anglais, je regardais la mer Méditerranée, aussi bleue que les yeux de Pierre. Nos enfants doivent comprendre, mon amour, ai-je murmuré mentalement à mon défunt mari, que le véritable héritage que nous laissons ne se mesure pas en euros, mais en leçons de vie et d'amour. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai senti une véritable paix remplir mon cœur fatigué. Je veux dire quelque chose directement à votre cœur. Je sais que beaucoup d'entre vous, comme moi, ont ressenti le poids de l'abandon, le silence douloureux d'un téléphone qui ne sonne pas, l'attente d'une visite qui n'arrive jamais. Vous êtes-vous déjà demandé où vous vous êtes trompé en élevant vos enfants ? Avez-vous déjà eu l'impression que tous les sacrifices consentis au fil des décennies avaient disparu de leur mémoire ? Votre histoire est peut-être différente de la mienne, mais je sais que la douleur est la même. Et j'aimerais entendre vos expériences, vos explosions, vos propres leçons apprises. Comment avez-vous vécu l'abandon ? Que feriez-vous à ma place ? Partagez votre histoire dans les commentaires. Créons une communauté solidaire où nos voix âgées si souvent ignorées peuvent résonner avec force et sagesse. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Chaque inscription est comme un coup de main tendu à des personnes comme nous, qui ont encore tant à enseigner et à partager. C'est un petit geste qui dit, votre histoire compte. Votre expérience a de la valeur. N'oubliez pas, nous ne sommes pas seuls dans nos luttes silencieuses. Je suis là, vous attendant dans les commentaires, comme d'autres qui, comme nous, comprennent que le véritable héritage ne se mesure pas en euros ou en propriété, mais dans les leçons que nous laissons au monde.
À bientôt et merci de votre écoute.